Eh ben, bonjour Frédéric. Ben oui, pour me présenter de manière simple et le plus bref possible, je suis ancien officier de l'armée où j'ai occupé différentes fonctions, communication, audit, environnement humain, avec une spécialisation forcément en gestion de crise, puisque dans le monde militaire, on a l'occasion d'en vivre quelques-unes. Alors, de l'accident de matériel au décès de personnes, au suicide, enfin, il y a tout un tas de panels, problèmes sanitaires, enfin. J'ai eu l'occasion, malheureusement, j'ai envie de dire, hein, de toucher un petit peu à tout ça, mais de manière pratico-pratique. J'ai appris en fait tout ce qui était la crise et la communication de crise dans mon métier d'officier, puisque finalement, c'est faire face à l'incertitude et de pouvoir s'adapter au mieux. Ce qui m'a permis aussi de m'adapter au mieux à un retour à la vie civile, où j'ai pris la direction d'un département communication chez Thales. Ensuite, j'ai travaillé pour une société suisse d'intelligence économique. J'ai fait un petit passage à l'Assemblée nationale. Comme ça, on peut voir tous les milieux et puis quelque part se rendre compte qu'il peut y avoir effectivement de la crise et des besoins communicationnels partout. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et je développe mon entreprise sur trois pôles, la communication, la formation et l'accompagnement. Ah, mais merci, c'est très clair, très carré. On voit tout de suite l'efficacité. Alors justement, pourquoi faut-il souvent penser à transformer la crise en opportunité? Parce que c'est un petit peu comme le symbole chinois, hein, l'idéogramme, où dans l'idéogramme chinois, à chaque fois, le symbole crise, c'est également aussi le moment de transformer quelque chose en opportunité. Et c'est vrai qu'une crise comme on l'a vécu avec le Covid, là maintenant la crise de l'énergie avec la guerre en Ukraine, eh ben, ça nous pousse à nous remettre en cause. Et c'est vrai que moi, je vois souvent qu'on a deux attitudes possibles, hein. Soit en fait, on se retranche sur soi-même et on essaye de se remettre sur ses basiques et on essaye d'économiser, de restructurer. D'autres fois, il y a d'autres entreprises qui disent non, ok, je profite de la crise, au contraire, ça me permet de remettre en cause les choses, de revoir mes process et d'aller proposer autre chose. Toi, dis-moi, quelle est ta philosophie là-dessus et comment justement gérer cet univers en crise qui va arriver de plus en plus souvent? Alors, je pense que déjà, faut qu'on redéfinisse le mot crise. Normalement, la crise, c'est quelque chose qui est une rupture, un moment imprévisible qui nous place en dehors de notre zone de confort. Ça vient du grec crisis. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut réellement dire qu'on est en crise? Moi, je suis pas convaincue, puisque finalement, la rupture a été déjà faite. On est dans un environnement dégradé qui fait que finalement, on enchaîne des ruptures, mais qui finalement sont prévisibles. Donc, est-ce qu'on est réellement en crise ou en situation dégradée? Ça, c'est la première question que j'ai envie de poser. Mais peu importe, j'ai envie de dire, c'est ce qui nous amène du changement, de pouvoir avoir cette agilité, cette habilité à pouvoir justement anticiper et trouver, peut-être innover dans ces moments qui nous amènent à nous remettre en question. On parle de crise d'adolescence, on parle de crise de la quarantaine. Ce sont des étapes. Bah là, dans des situations dégradées, c'est pareil. Là, on va nous parler de crise énergétique, on va nous parler de la guerre en Ukraine. Donc, on va avoir des situations sur lesquelles il faut faire face, mais ça peut être aussi, plutôt que de le voir d'une façon négative, ça peut être véritablement l'opportunité de se réinventer, d'innover, de changer et pourquoi pas de créer de nouvelles opportunités. Beaucoup d'entreprises à travers le temps ont su le faire. On a eu les guerres mondiales, on a vu que ça a créé du progrès. Bah oui, Dans mais on l'a bien, l'économie américaine qui s'est totalement refondue. C'était une entreprise, enfin une économie qui était orientée sur la vente de biens de consommation. Et en l'espace de 2 ans, ils ont transformé toute leur économie pour vendre des chars, pour faire des camions, pour faire des bateaux. Et finalement, ils en sont sortis, ils ont transformé, je ne dis pas en opportunité, mais ça fait des opportunités, en tout cas pour les armateurs qui ont récupéré les Liberty Ships après derrière. Mais ça a complètement refondu leur système économique. Ils ont transformé ça en une machine de guerre, quoi, leur économie. Et c'est vrai aussi pour un État, c'est vrai pour une entreprise qui ont su innover. Moi, je pense à des groupes industriels qui ont su, par exemple, changer la façon de fabriquer l'acier, qui ont su innover dans les composants pour pouvoir répondre parce qu'il y avait une pénurie de matières premières à certains moments. Donc, je pense aussi que ça peut créer finalement beaucoup d'opportunités et de pouvoir parfois développer ou créer des marchés de niche. Moi, je pense que pour créer des opportunités dans une situation dégradée, la première chose, c'est de pouvoir bien gérer ses émotions, c'est de pas paniquer et c'est de pas être enclin à la peur. C'est paraît facile dit comme ça, mais c'est pas si évident puisque on est en continu abreuvé par les chaînes d'infos continues d'informations négatives. Donc comment ne pas avoir peur dans un monde où on a l'impression que on va plus avoir d'électricité, que ça va être la guerre. Donc finalement, est-ce qu'on peut avoir une projection positive sur le futur? C'est pas si sûr. En revanche, je citerai Churchill là-dessus parce que j'aime beaucoup cette phrase sur l'opportunité qui dit un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Je crois qu'il faut voir ça. Il faut voir dans chaque opportunité,
on peut trouver quelque chose. Et dans la difficulté, c'est un moyen de progresser, c'est un moyen de se tester, parce que je pense que c'est véritablement quand on est testé qu'on peut savoir qui on est, qui on peut être et qui on peut devenir. Et je crois que c'est pareil pour une entreprise. Je pense que c'est quand elle est testée sur son organisation, sur la fiabilité de ses process, qu'elle peut savoir véritablement si ce qu'elle a fait était bien, si elle peut pas peut-être réorienter et pourquoi pas se réinventer, se trouver une nouvelle vie, une nouvelle image, de nouvelles valeurs. Je pense aussi que c'est dans la crise que naissent les leaders pour certains ou le deviennent, puisque quand le bateau est en train de couler, c'est pas forcément toujours les bonnes personnes qui vont prendre la barre, mais à ce moment-là, ça permet aussi à des gens plus timides, plus réservés de se révéler et d'être très efficaces parce qu'ils ont une vision justement de ce qu'on attend d'un gestionnaire et d'un communicant de crise, du sang-froid, du pragmatisme et la possibilité de fédérer les gens, de les rassurer, parce que je pense que c'est aussi ça qu'on attend aujourd'hui, c'est d'avoir cette capacité de les rassurer. Et je pense que quand on peut rassurer quelqu'un uniquement quand on peut lui donner une destination et un cap, parce que si on va vers quelque part, ça mène nulle part. Donc l'idée, c'est véritablement de pouvoir avoir une vision et d'aller au-delà de ce qu'on peut traverser aujourd'hui, de se dire, OK, le monde, il est peut-être pas terrible actuellement, mais peut-être que demain, ça sera mieux. Parce que nous, on a toujours cette pensée de dire, bah non, demain, ça sera pire. Bah non. Dans ce cas, il faut se challenger intellectuellement, de se dire, s'il y a une possibilité négative, il y a aussi une possibilité positive. Et finalement, si je prends l'exemple de la crise Covid, est-ce que ça n'a pas été aussi une opportunité pour plein d'entreprises de se développer, de travailler différemment, pour plein de personnes, en fait, de réinventer leur mode de vie, avec une qualité de vie peut-être différente aujourd'hui, avec un mode hybride, où on peut avoir du télétravail, où on peut avoir aussi du présentiel. Est-ce que finalement, ça n'a pas été une opportunité pour plein de personnes de prendre conscience que métro, boulot, dodo, c'était pas forcément ce qu'ils avaient besoin ou ce qui était idéal pour eux, et de pouvoir justement évoluer vers quelque chose de plus positif et de plus qualitatif. Combien d'entreprises ont fait des bénéfices pendant cette période? Moi, j'ai en tête une entreprise dans l'informatique qui a fait plus de 4 milliards de bénéfices. Oh, ça Zoom, à mon avis, des gens comme ça, ils en ont profité parce qu'ils étaient sur les bons Voilà. marchés, les bons créneaux. Mais après, il y a aussi toutes les entreprises qui ont survécu, qui ont su se réinventer, qui ont su aussi rester connectées avec leurs clients pour répondre à leurs besoins, savoir évoluer, parce que finalement, une entreprise sert à servir son client, à répondre à un besoin, sinon ce n'est pas une raison d'être. Et je pense que c'est ça aussi, c'est jamais perdre de vue pourquoi on existe en tant qu'entrepreneur, en tant que personne. Si on n'est pas au service de l'autre, si on ne travaille pas pour quelque chose, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose. Et si on n'a pas cette capacité de se réinventer et d'être vraiment connecté aux évolutions que va avoir comme besoin un client, une personne, je pense qu'on passe à côté de beaucoup d'opportunités justement d'innover, de changer, de progresser. Ouais, mais je suis d'accord avec toi parce que là, tu vois, je te donnerai un cas pratique avec Eloquent. Donc, Eloquent, donc nous, on est éditeur de logiciels. C'est vrai que là, on a vu, avec tout ce qui était trouble en Ukraine, guerre, etc., on a vu un ralentissement et un allongement de cycle de décision. Et en fait, quand la direction a vu que, tiens, voilà, on voit bien qu'il y a un ralentissement, les prises de décision glissent, le funnel glisse un petit peu. Et on a anticipé les choses avec un plan, un nom de code interne qui s'appelle Wake Up. On se réveille, on essaye de faire bouger les choses. Mm. Et donc, en fait, on a mobilisé comme ça dans tous les secteurs de l'entreprise, donc les commerciaux, le marketing, le service client, etc., etc. Et chacun avait son initiative ou ses initiatives Wake Up pour essayer donc de générer plus de business et essayer d'aller raviver un petit peu des opportunités. Et c'est assez marrant parce que ça donnait un petit peu de sens. On dit, bah voilà où on en est, voilà ce qu'il faut faire. Tous les gens ont dit, ok, ça y est, on voit où aller. Au lieu de se dire, non, ça va pas trop, on voit bien qu'il y a moins de signatures actuellement, tiens, il y a un petit ralentissement. Ça mobilise les énergies. Moi, par exemple, j'étais à l'initiative de faire des communications sur le parc avec un webinaire, avec un rythme, etc., etc. Chose qu'on ne faisait pas, qu'on avait toujours repoussé, comme tu te disais. Mm. On repoussait depuis tout le temps cet aspect-là de faire des communications plus proches avec nos clients, d'avoir du feedback. Et c'est vrai qu'on le voit, les clients ont bien apprécié. On continue à faire ces flash actus sur notre parc client. Et les autres commerciaux, enfin les commerciaux ont mis d'autres initiatives en place. Et ça a permis finalement de mettre en place des choses qu'on n'aurait jamais fait. Et ça, en fait, aussi, ça venait de la base. C'est-à-dire que c'est les collaborateurs qui, dans chaque service, qui ont dit, tiens, je propose telle opération et on a choisi telle opération. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant pour remobiliser les forces dans une période difficile, quoi.
Parce que c'est très intéressant ce que tu dis, c'est qu'est-ce qui a généré ça? En fait, on est obligé de passer à l'action. En fait, on procrastine quand on pense qu'on a le temps et quand on est en crise, on doit réagir rapidement et passer à l'action pour justement dépasser un petit peu tout ça et pas, des fois, pour certains cas, ne pas mourir. Donc, forcément, quand on est mobilisé, quand on passe à l'action, il y a une activation aussi de la créativité et on va trouver des solutions. En revanche, si on reste en retrait, qu'on se dit oh là là, c'est une catastrophe, demain ça va être encore pire et peut-être il n'y aura plus de courant, on pourra même peut-être plus discuter ensemble, Frédéric, tu te rends compte? Oui, là forcément ça crée de l'immobilisme parce que finalement notre cerveau il va se figer parce que si on a peur, on est très reptilien. Donc c'est la fuite ou se figer. Alors que finalement, quand on passe à l'action, c'est un moyen déjà de sortir de la peur et de trouver de nouvelles idées et d'innover. Je pense que c'est le facteur de créativité aussi, ça peut ouvrir des choses. Et ton exemple, je trouve, il est très très parlant de comment justement on mobilise, on fédère autour de tiens, il y a des problèmes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait créer qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme solution? Comment, et s'il n'y avait pas de solution, comment on pourrait en inventer une? Ouais. Alors, est-ce que tu as d'autres exemples dans ton expérience justement sur cette possibilité de transformer la crise en opportunité? Je sais aussi que tu es autrice, auteur, je ne sais pas si on dit autrice ou auteur, je pense, On peut dire les deux. de Ouais. plusieurs ouvrages sur la gestion de crise, là, bientôt sur justement cette partie communication de crise. Est-ce que tu as des exemples justement d'entreprises qui ont réussi à profiter de d'un environnement de crise ou d'un moment de crise pour se réinventer ou au contraire remobiliser ou dans le même sens, remobiliser les énergies internes? Alors oui, j'en ai deux. Alors la première, c'est une entreprise qui s'occupait de tout ce qui était cybersécurité et de sécurisation des données clients. Cette société a été hackée, donc un drame, hein. On a récupéré plein de données de carte bleue clients. Et puis pour les fournisseurs, c'était quand même pas le top, alors qu'ils étaient quand même un des leaders sur le marché. Et finalement, elle a décidé de parler en toute transparence, de dire, OK, on vient de se faire hacker. Mais au moins, grâce à ça, on sait qu'on avait une faille dans le système et aujourd'hui, non seulement on a comblé la faille, on a renforcé notre système et il est encore plus sécure. Et le fait d'avoir pris cette prise de parole assez rapidement, finalement, les fournisseurs et les clients ont été rassurés. Euh, L'entreprise a su gagner leur confiance, je dirais davantage. Et à la fin de l'année, elle a fait un chiffre d'affaires de plus de 20%. Et en plus, les clients et les fournisseurs lui ont donné tellement une bonne image que ça a eu un effet médiatique très, très positif. Donc ça, c'est le premier exemple, comme quoi finalement, on peut créer en fait une opportunité et puis changer aussi son image ou la redorer ou finalement redonner de la confiance parce que c'est quand même la base de tout, la confiance aujourd'hui. La deuxième qui me vient, elle est un petit peu moins sympathique au départ. C'est une entreprise dans l'agroalimentaire qui a été accusée, ou un de ses produits a été accusé d'avoir causé la mort d'enfants. Donc c'est vraiment dramatique. La mauvaise réaction, l'entreprise ne communique pas. Donc là, c'est un vrai drame. Ça monte vraiment au niveau d'une saturation médiatique. C'est un drame, même j'irais même dire un drame national. Sauf que l'entreprise, elle n'a pas fait ce qu'il fallait, à savoir déjà demander un rapport d'autopsie pour savoir de quoi les enfants étaient morts, à savoir faire preuve d'empathie et dire à quel point elle était désolée, que ça devait être difficile pour les parents. Et ensuite de dire, effectivement, si on est coupable ou si on a fait une faute, on va prendre nos responsabilités. Donc ces étapes n'ont pas été faites. Donc la conclusion, au bout de 6 mois, l'entreprise se retrouve à être blacklistée dans le pays. Toute la marque complète de produits ne peut plus être vendue tellement les réseaux sociaux sont emparés. Et puis quand on a un produit ou une marque qui est associée à la mort d'enfants, on peut faire ce qu'on veut derrière, on peut faire toutes les campagnes, c'est terminé. Mais l'entreprise, elle s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On s'est raté. Donc on fait un retour d'expérience, on a été très très mauvais. Concrètement, maintenant, on va apprendre de nos erreurs. Ça nous a coûté des millions, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme boutique ou alors est-ce qu'on change totalement le produit, notre raison d'être et qu'on se réinvente? Cette entreprise s'est totalement réinventée. Elle a changé totalement sa gamme de produits. Par exemple, elle faisait dans les produits laitiers, après elle est partie sur les gâteaux. Et elle a fait quelque chose de totalement nouveau. Et finalement, la perte qu'elle avait eue sur une année, elle l'a rattrapée 2 ans plus tard. Donc ça aussi, c'est un exemple, mais en faisant attention à tous les process et puis finalement, en formant tous les gens à effectivement cette communication de crise et à cette gestion de crise parce qu'ils ont bien compris que c'était ça qui avait péché et en communication et en gestion et que du coup, ça aurait pu les tuer tout simplement. Euh, donc voilà, ça c'est aussi un autre exemple d'une autre opportunité. Et finalement, ils n'étaient pas coupables, hein. Donc, comme quoi, parfois, d'aller collecter des informations, de pouvoir savoir effectivement où est-ce qu'on en est pour pouvoir prendre des bonnes décisions.
c'est aussi quelque chose d'important. Et c'est ça aussi, je pense, que les gens doivent retenir, c'est d'avoir une veille. Et quand il nous arrive quelque chose qu'on n'a pas prévu, donc véritablement la crise, l'imprévu, bah, c'est déjà de garder la tête froide et de se dire, OK, on pose le contexte. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les données qui sont à notre disposition? Comment on peut aller collecter d'autres informations? Qui sont les différents acteurs avec qui on doit aller discuter? Parce que l'idée, c'est quand même de créer du lien. C'est que chacun doit faire son travail, mais que dans tout ça, ça doit être la vérité qui doit ressortir. Je crois que c'est ça qui est important. Alors justement, tu as donné une partie de la méthode. Selon toi, quelle est la méthode en fait ou les étapes à mettre en place lorsque on veut justement transformer une crise comme ça en opportunité? Est-ce qu'il y a des principes ou des bonnes pratiques qu'il faut mettre en place? Et après, je te laisserai nous parler de la partie communication. Ouais. Là, c'est plus sur la partie donc crise en opportunité. Comment on doit faire? On doit mobiliser les salariés? Dis-moi un petit peu quel est ton point de vue. Alors moi, je pense que la première chose, effectivement, c'est de commencer en interne. C'est parce que la première crise, en fait, elle est en interne. Si une entreprise elle est touchée dans son image à ce point-là, comme le cas que j'ai cité, c'est déjà de faire en sorte que les salariés aient envie de revenir travailler le lendemain. Parce que imagine-toi, tu es dans une entreprise, tu es accusé d'avoir tué des enfants. Est-ce que tu as réellement envie d'aller travailler le Ah ben, lendemain? et alors, je n'ai pas eu exactement ce cas-là, mais en fait, j'ai une amie qui, la femme d'un de mes amis, d'ailleurs que j'ai rencontré à l'armée, ça, Mm. en service militaire, qui travaille dans une entreprise agroalimentaire laitière. Et ils ont été au cœur d'un scandale il y a quelque temps sur justement des bactéries dans Mm. le lait. Et c'est Mm. vrai qu'on discutait avec elle. Je disais, bah alors, tiens, on vous voit à la télé, c'est pas très bon comme image. Et elle me dit, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Des bactéries, il y en a toujours un petit peu. Là, il y en a un petit peu plus. Il y a peut-être un problème de nettoyage, de machin dans le truc. Et c'est vrai qu'elle me disait, bah, ça fait vraiment ça monte en épingle, alors qu'il y a déjà des process en interne dans l'entreprise qui existent. Nous, on est là quand même pour défendre la marque. Et on voyait bien qu'elle savait pourquoi, que c'était pas si grave que ça, etc. Mais la communication de la marque était un petit peu, comment dire, opaque. Et c'est vrai que les salariés n'étaient pas intégrés dedans alors qu'ils étaient vraiment convaincus que la marque, l'entreprise faisait vraiment son maximum, quoi. Je pense que c'est ça, là, c'est de communiquer en interne et de prendre aussi un peu la température et le point en interne parce que peut-être des gens ont des informations et puis parce que leurs perceptions, elles sont intéressantes parce qu'ils font partie de l'équipe. Donc déjà, premièrement, c'est peut-être les rassurer eux, c'est de les fédérer pour effectivement faire face s'il y a eu une faute ou quelque chose a changé pour se dire, OK, bah là, on va traverser une période un petit peu difficile, on les prépare. Et puis derrière, mais ensemble, on va faire face parce que c'est ça la réalité aussi. C'est pas la faute de quelqu'un, c'est tout ça, c'est un collectif. Si jamais il y a un problème de process, notamment sur les contaminations au niveau des bactéries, on a vu quelques cas malheureusement tragiques ces derniers temps. Bon, ben, c'est pas la responsabilité d'une seule personne. Et puis des fois, c'est la faute à pas de chance. Et on ne sait pas pourquoi, et c'est comme ça. Et comment, enfin, c'est ça, c'est comment faire face ensemble. Je crois que c'est véritablement ça. Donc, je pense que ça commence en interne. Ensuite, c'est vraiment de poser un bon diagnostic. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous arrive, comment ça nous arrive et pourquoi. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est en notre pouvoir? Qu'est-ce qui dépend de nous maintenant à l'instant T? Et puis effectivement, pour que la gestion de crise se fasse dans de bonnes conditions, il faut que la communication aussi, elle puisse être aidante et appuyante, c'est-à-dire prendre le relais auprès des différentes entités et des médias pour laisser des experts faire leur travail, pour laisser en fait tous les gens pouvoir exercer leur métier. C'est un petit peu ça aussi, hein. C'est pour ça que je trouve que c'est deux métiers qui sont très concomitants parce que l'objectif de la partie communication, c'est de laisser les gestionnaires de crise travailler en paix et tranquillement et que tout le monde puisse justement, à son niveau, pouvoir justement dérouler un plan de sortie de crise parce que c'est bien ça qu'il faut faire. C'est de se dire, on fait un diagnostic, ensuite c'est comment on va en sortir, quelles sont nos différentes possibilités, quelles sont en fait les opportunités, les menaces, nos faiblesses, tout simplement un petit SWOT. Et puis là, à partir de là, on peut commencer à poser une stratégie et voir comment on va s'en sortir. Alors, est-ce qu'elle va être la bonne? On ne sait pas encore, mais au moins, il faut poser quelque chose pour avoir un plan. Parce que finalement, une sortie de crise, ça se prépare aussi. Si on ne la planifie pas et qu'on est tout le temps en réactivité, ça ne va pas fonctionner en fait. D'accord, mais j'aime bien ton idée de se poser les bonnes questions, puisqu'en fait, moi je l'ai vu dans le bouquin qui s'appelle Lean Startup, où ils expliquent bien que pour déterminer pourquoi il y a un problème, il faut se poser trois pourquoi. C'est-à-dire, par exemple, allez, pourquoi on a eu un incident informatique la semaine dernière? Ben, on a eu un incident informatique parce que le serveur est en panne et on n'avait pas vu la mise à jour, d'accord?
Et pourquoi on n'avait pas vu la mise à jour et que le serveur était en panne? Ah ben parce que en fait les équipes elles n'ont pas d'outils de monitoring là-dessus, machin blabla. Ah, pourquoi les équipes n'ont pas d'outils de monitoring? Ben en fait on n'a jamais pensé à le mettre en place, etc., etc. Et se poser comme ça 3 fois le pourquoi permet véritablement d'aller au fond du problème, parce qu'autrement tu restes en surface et tu corriges jamais le problème. Quand c'est une erreur humaine, comme tu l'as dit tout à l'heure pour le nettoyage, tu dis bah oui on a mal nettoyé, c'était pas bien nettoyé. Ah bah d'accord, bon. Il faudra faire mieux la prochaine fois, hein. Mais si tu fais juste ça, eh ben en fait, tu ne corriges pas le problème. Il faudra dire, bah, tiens, nettoyer une bactérie, mais qu'est-ce qu'il faut revoir? Est-ce qu'il faut revoir le poste de travail? Est-ce que c'est les produits? Est-ce que c'est les méthodes? Est-ce qu'il faut former les gens? Et si on forme les gens, est-ce que ça aide vraiment à résoudre le problème, etc., etc. Donc là, j'aime bien ces petites questions qui permettent vraiment d'aller au fond du projet, quoi, et du problème. Je pense que c'est ça, c'est de se poser des bonnes questions au bon moment et de partir de quelque chose qui est très global, comme tu dis, et puis après d'aller de plus en plus spécifique. C'est comme si en fait on allait découper le gâteau pour finalement, ou alors aller remonter jusqu'à la recette du gâteau pour voir finalement quel ingrédient va donner un goût plus ou moins bon en fait. Et c'est ça, c'est un peu comme être un peu le Sherlock Holmes, le détective, pour savoir finalement d'avoir cette capacité un peu d'enquêteur de creuser, en fait, de creuser vraiment dans la profondeur du pourquoi, de qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a dysfonctionné, et est-ce que c'est un acte isolé, est-ce que c'est une faute à la malchance, est-ce que c'est ponctuel, ou est-ce que c'est quelque chose qui est amené à se répéter dans le temps. Et c'est ça, en fait, une fois qu'on a répondu à tout ça, on est en capacité d'avoir une vision et de pouvoir mettre en place des actions correctives ou alors de créer de nouvelles opportunités, puisque on se dit si jamais il y a un process qui n'est pas bon, bah, c'est le moment de le changer. Si jamais il y a une chaîne en fait qui fonctionne mal dans une entreprise industrielle, peut-être qu'il faut la faire différemment, peut-être il faut la robotiser, peut-être il faut la sécuriser, je ne sais pas. Mais il peut y avoir pas mal de possibilités. Mais si on reste dans l'incertitude et dans ce qu'on va appeler un peu le brouillard, c'est comme dans la guerre. En fait, on a le brouillard, les gens ne savent pas trop quelle manœuvre, il y a on essaie de cacher des choses. Ben, on ne va pas pouvoir vraiment aller au fond. Et je pense que des fois, les gens, ils n'ont pas vraiment envie de voir la réalité en face et de descendre dans ce degré de profondeur pour se remettre en question. Et ce qui amène malheureusement pas forcément un très bon retour d'expérience et pas forcément une bonne gestion de crise. Oui, bah oui, et ça me rappelle d'ailleurs, tu vois, je me demande si c'est pas chez Toyota, avec la méthode justement d'amélioration de la productivité. Je crois qu'un agent, un ouvrier, hein, peut arrêter totalement la chaîne de distribution, enfin la chaîne de production, s'il voit un défaut. Et c'est vrai que là, c'est ce fameux signal d'alerte. Et il faut se donner ce signal d'alerte. Et souvent, moi, ce que je dis toujours, c'est que le dirigeant, il doit avoir cette vision. Je trouve que c'est un petit peu ce qui manque un petit peu actuellement, à la fois dans de nombreuses entreprises, parce qu'il y a une vision très court terme, très financière, mais également dans la politique, il y a une vision qui est encore de gestionnaire et de court-termiste, alors qu'au contraire, il faut avoir une vision. Il n'y a pas très longtemps, tu vois, justement, un de nos clients, c'est Enedis. Et c'est vrai qu'on était en train de se dire, bah voilà, il va y avoir du délestage cette année, et il y a une forte probabilité que ça arrive, même si on a de la chance avec la température actuelle qui est, je dirais, printanière alors qu'on est en hiver. Et on disait, mais comment on peut anticiper ce qui va arriver? Parce qu'on sait que ça a de fortes chances que ça arrive. Et on s'est fait une réunion en interne en disant, bah voilà, on sait que s'il y a un délestage, il va y avoir un appel, enfin un numéro de téléphone qui va être annoncé au journal de 20 heures, et le numéro de téléphone, c'est nous qui le gérons. Et tout d'un coup, tu vas avoir des milliers de personnes qui vont être dans le noir et qui vont appeler. Comment on fait? Et là, on se dit, bon, alors quels peuvent être les impacts sur la structure parce qu'on a une architecture qui est capable d'absorber des pics d'appels, des machins. Mais ça, c'est des choses jamais vues. Et ce qu'on se dit, bah, comment on peut faire? Ah ouais, il y a telle architecture, machin. Est-ce qu'on peut isoler ce truc-là? Est-ce qu'on peut mettre... Et en fait, on était arrivé quasiment au bout. C'est vrai qu'à la fin, on s'est dit, mais est-ce qu'avec ce qu'on a fait là, on est capable de résoudre cette future crise qui va peut-être arriver? Et c'est vrai que la réponse, étonnamment, était, bah non, c'était pas suffisant. Et c'est là qu'on est reparti sur notre démarche. Ouais, finalement, c'était pas ce qu'on a mis en place n'est pas suffisant. Il faut qu'on fasse quelque chose, et on a retravaillé sur l'architecture à mettre en place. Et c'était cet aspect du dirigeant, du manager, de dire, mais ok, d'accord, vous avez prévu ça comme solution, mais si ça arrive, est-ce que ça va bien se passer? Et c'est là qu'on se dit, bah non. Et ça, bah alors, il faut retravailler là-dessus. Il faut retravailler la copie. Après, effectivement, on a des signaux faibles, etc. On peut trouver des indicateurs pour pouvoir justement essayer d'anticiper, essayer d'avoir des correctifs assez rapides. Mais dans ce que tu dis, je pense que si on est vraiment dans la vraie vie, je pense que Walt Disney, alors ça va faire beaucoup rire les gens que je parle de Walt Disney dans un moment de gestion et de communication de crise, pourtant il a tout compris. Pourquoi Walt Disney, en fait, il marchait très bien dans ses parcs? Parce que lui s'est dit,
pour créer, il me faut des réalisateurs, des gens qui sont très créatifs pour me trouver des solutions. Ce qu'il demandait à ses employés assez régulièrement, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer les choses dans tous les domaines, hein, sécurité, propreté, design, etc. Donc, il avait toujours ces questions. Et il avait essayé de mixer des groupes de personnes qui étaient des créatifs. On leur demandait, pensez-nous le futur. Donc, essayez de nous penser le futur, de rêver. Vous êtes les rêveurs, rêvez le futur. Ensuite, il y avait un groupe de réalisateurs qui étaient chargés de de faire de la mise en œuvre et de vraiment de voir comment ça allait fonctionner. Et ensuite, il y avait des gens les plus critiques qui existaient pour voir quel est le détail qu'ils avaient raté. Et tant que les critiques n'étaient pas OK, on recommençait le process. Et je pense que c'est un moyen de travailler en équipe de manière intelligente aujourd'hui pour faire effectivement de l'anticipation dans la crise et de se dire, bah oui, c'est un peu comme dans l'armée, on a créé la Red Team et la Blue Team, capable de chercher en fait quels vont être les scénarios du futur auxquels on va être confronté. Et d'un autre côté, la Blue Team qui est chargée de contre-attaquer en fait sur ces scénarios. Bah là, dans l'entreprise, c'est intéressant d'avoir des gens qui arrivent à avoir une prospective, d'anticiper, de se dire voilà tout ce qui pourrait ne pas fonctionner et comment en fait on pourrait faire mieux. Les réalisateurs qui sont chargés de la mettre en œuvre, comme tu dis, hein, bah voilà les architectures système et autres. Et puis le critique, il va voir le point qui va pas fonctionner. Et ça me rappelle un exemple qui est vrai, hein, qui vient des États-Unis. Les concours d'architecture utilisent cette méthodologie de Walt Disney. Et puis une fois, il y a une grande école qui avait présenté une super maquette. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'est dit, mais c'est génial, mais où sont les sorties de secours? On l'a. La veille de présenter le projet. Et donc, du coup, ils ont bossé toute la nuit pour remettre le même projet avec les issues de secours parce que sinon, ils n'auraient jamais pu gagner, forcément, parce qu'ils avaient oublié quelque chose d'essentiel. Et je pense que c'est toujours intéressant. C'est pour ça que toutes les personnes sont intéressantes et que toutes les opinions et toutes les idées sont bonnes à prendre parce que parfois, effectivement, d'avoir la personne qui a le regard sur le détail qui ne va pas fonctionner, ça peut être aidant. Parfois, ces personnes, elles peuvent être très irritantes dans la vie quotidienne. C'est toujours celui qui voit ce qui ne va pas à la place de voir le positif. Ouais. Mais dans des cas-là, ça peut être très intéressant et utile. Et en plus, la personne, elle contribue totalement à la gestion de crise, à la résolution de problèmes ou à faire avancer les choses. Ouais. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est que si on veut avoir vraiment des produits innovants, des produits parfaits, ce qu'il faut faire, c'est dédier des gens pour ça. Par exemple, si tu veux mettre un effet waouh ou avoir une super expérience client dans ton projet, en fait, le problème, c'est que si c'est la même équipe qui produit, et ben, ce qui va se passer, c'est que les gens vont se concentrer sur justement la production, le problème et tout ça. Ils ne vont pas penser à cet effet waouh. Donc moi je dis, si vous voulez véritablement créer un produit qui va être différenciant sur votre marché, un produit qui va vraiment créer un effet waouh, il faut qu'il y ait des personnes qui soient impliquées dès le départ et qui aient cette vision client en disant ok d'accord, bon ok tu vas sortir un produit, il va être sur un site internet, tu vas permettre de faire ci, faire ça. Toi l'équipe, tu t'es vraiment concentré sur cet aspect fonctionnel, résoudre le problème, mais sauf que tu n'as pas en fait le temps, en fait ton temps et tes préoccupations ne sont pas sur cet effet waouh. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui dise ok d'accord, moi je vais travailler sur l'onboarding process, je vais travailler sur le visuel, je vais travailler sur les messages, parce qu'autrement c'est des trucs qui sont entre guillemets la cerise sur le gâteau, et si on ne travaille pas, forcément tant qu'on n'a pas fait de gâteau, on ne va pas travailler sur la cerise sur le gâteau, mais Exactement. Il faut travailler sur cette cerise. Autrement, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, non, il faut livrer le gâteau pour l'anniversaire et j'aurai pas le temps de faire la cerise. La cerise, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Et justement là-dessus, essentiel, si on veut travailler une expérience client exceptionnelle, c'est d'avoir quelqu'un externe ou quelqu'un en dehors du projet opérationnel qui vienne apporter là-dessus son point de vue. Et d'ailleurs, dans les conceptions de produits, quand j'étais en fait chez Sage, on avait vraiment ces personnes du service client et qui étaient entre guillemets au service expérience client. Et ils disaient mais incluez-nous le plus possible, le plus tôt possible dans les projets. Comme ça, nous on envoie la vision du client, on travaille sur les process clients et on peut travailler sur un effet waouh, un parcours client, une fluidification du process. Voilà. Et je pense que c'est vrai aussi dans tout domaine, il faut toujours avoir un regard extérieur parce que finalement, quand on est dans quelque chose, on le fait tellement qu'on ne voit plus. En fait, on n'a plus le regard et le recul nécessaire, l'œil neuf, le candide, en fait, finalement, de se dire oui, on a tous l'impression, justement, on a des biais de confirmation, on en parlera aussi parce que c'est quelque chose qui intervient dans la com et dans la gestion de crise. On a nos biais de confirmation que tout ce qu'on fait, c'est génial et on va essayer de s'auto-convaincre mutuellement avec l'effet de groupe que c'est super. Et j'ai donné un exemple très concret qui est arrivé dans la gestion de crise, le scandale de la baie des cochons. Ouais.
euh, mondialement connu, bah, effectivement, là, les Américains, c'est dans un biais de confirmation très fort. On est un peuple qui libère, qui vont Libérer libérer les des territoires. Voilà, Cubains. voilà. Oui, alors, sauf que c'était pas tout à fait comme ça, et personne n'a osé dire, parce qu'on est dans un effet de groupe, à Kennedy qui venait de prendre, bah, que c'était une très mauvaise idée. Donc les gens se disaient, ouais, de toute façon, on est les libérateurs, on a libéré l'Europe, on va libérer Cuba, donc tout va bien se passer. Et ce biais de confirmation plus l'effet de groupe ont donné ce que l'on connaît tous, une catastrophe et un fiasco. Seulement Kennedy, lui, s'est dit, ça me plaît pas trop cette affaire. Et finalement, parce qu'après, il y a des gens de son équipe qui ont dit, ouais, mais en fait, moi, je pensais que c'était une mauvaise idée, mais j'ai pas osé le dire. Donc là, il s'est dit, il faut que je m'entoure de personnes qui sont capables de me dire des choses, qui sont des experts et qui ont un regard neuf, et aussi qui savent communiquer avec la population, puisque finalement, il faut rattraper un petit peu les choses. Et du coup, il a créé l'Excom, un petit groupe d'experts qui était un petit peu en dehors du gouvernement et qui était chargé de le conseiller. Et après, bah, finalement, de ce retour d'expérience négatif, il en a fait quelque chose de positif, puisque finalement, il a très bien géré la crise des missiles à Cuba. Donc, comme quoi, d'une expérience aussi négative, on peut apprendre et la transformer en positive. C'est intéressant, surtout cette crise des missiles de Cuba est vraiment intéressante à plusieurs points parce que il y avait non seulement le fait qu'on a failli passer à deux doigts d'une guerre nucléaire et que c'est un commandant de sous-marin russe qui a vraiment hésité à appuyer sur le bouton, que aussi il y a eu des négociations derrière sur qu'est-ce qu'il y avait en échange de tel truc, etc. Donc il y a l'histoire off qui est derrière, mais c'est intéressant aussi sur le fait que encore une fois, je reviendrai sur le rôle du leader. On voit bien Steve Jobs. Il doit être là pour aiguillonner ses équipes et dire mais ok, ce que vous faites n'est pas forcément extraordinaire, c'est pas le meilleur. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux? Recommencer, recommencer, recommencer. C'est exigence-là qui a fait des produits exceptionnels. Alors justement, on va arriver sur la partie communication de crise. Alors là, on n'est plus dans le produit exceptionnel, mais dans ça c'est sûrement aussi le cœur de ton activité. Aider les entreprises à gérer leur communication lorsqu'il arrive une crise. Quelle est pour toi en fait la méthode? Est-ce que tu as des exemples et des erreurs en fait à éviter lors d'une communication de crise? Des erreurs, oui, il y en a plein. C'est déjà de ne pas prendre en compte le contexte et de réagir vraiment dans une forme de réactivité due à une pression médiatique. Par exemple, ça, c'est la première erreur parce que les gens ils disent oui, le premier qui parle, il a gagné. Ça, c'est beaucoup de gens qui pratiquent de la théorie, mais qui ne sont pas des vrais praticiens de terrain. Parce que quand on est face à une difficulté, si on commence à prendre la parole et qu'on dit quelque chose qui n'est pas forcément juste, qui n'est pas forcément vérifié, on perd toute forme de crédibilité pour la suite. Donc, je pense que des fois, il faut savoir temporiser et pas forcément être en réactivité. Je pense qu'on a le droit de s'accorder une demi-heure, une heure pour aller collecter des informations, pour réunir cette cellule de crise. Finalement, on va avoir un juriste, on va avoir le chef d'entreprise, on va avoir les experts concernés du domaine, on va avoir le communicant. Et le communicant, en fait, il va aider, mais ça ne va pas forcément être lui le porte-parole. Parce que je pense que ça, c'est aussi une erreur que font beaucoup d'entreprises, c'est de se dire notre communicant, bah, c'est déjà notre communicant de crise. Bah non, la communication globale d'un groupe et la communication de crise, c'est deux métiers totalement différents. Donc déjà, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'elle a été formée? Et est-ce que c'est à cette personne-là de prendre la parole? Eh ben, je vais te répondre que 9 fois sur 10, non. Pourquoi? Parce qu'on dit, à partir du moment où tu as une étiquette de communicant, tu vas pas dire la vérité. Ou alors finalement, tu vas passer des éléments de langage, tu vas passer un message. Donc forcément, on va remettre en doute ta vérité. Et là, on arrive sur un jeu d'équilibre entre tu sais pas tout ce que tu n'as pas toutes les données, mais tu dois quand même communiquer. Et en même temps, tu n'as pas tous les enjeux et tous les risques, ni l'impact de différents acteurs, et pourtant, tu dois quand même passer un message. Bah, donc tout simplement, moi je dis toujours, la première règle, ce que les gens oublient, c'est on est transparent et on ment pas. Alors après, on va me dire oui, mais la transparence, ah oui, attention, on peut avoir une transparence avec une stratégie de discrétion. On n'est pas obligé non plus de donner tous les secrets de fabrication et tous nos brevets, il ne faut pas exagérer. Mais ce que je veux dire, c'est la première chose, c'est de ne pas mentir. Et c'est se dire, effectivement, s'il s'est passé quelque chose et qu'on en a la responsabilité, on va mener une enquête interne et dès qu'il y aura d'autres éléments, on revient vers vous. Ça, je pense que c'est le premier temps en fait qu'on peut faire, c'est prendre cette parole-là pour effectivement se dire, ben, aujourd'hui, on est en train de mener une enquête. Et on attend les résultats de l'enquête interne, on attend le regard des experts. Ou se poser aussi une autre question, parce que ça, c'est une autre erreur que les gens font. Est-ce que c'est à moi de communiquer? Imaginons, on est sur un accident, usine Cébeso. Qui communique? Est-ce que c'est l'usine? Est-ce que c'est la préfecture? Est-ce que c'est le gouvernement? Qui va communiquer le premier? Et on se rend compte que dans le jeu des acteurs, il y a une vraie hiérarchie et que des fois, ça peut être bousculé. Parce que si, par exemple, je donne un cas concret dans le monde militaire sur ce qui s'est passé à Ouzbin,
la présidence de la République a décidé que ça serait l'Élysée qui communiquerait. Donc forcément, les acteurs sur place et tout l'environnement étaient obligés de faire silence en attendant que ça descende. Et ça, c'est des impacts que les gens, des fois, ne mesurent pas. Et en entreprise, c'est pareil. C'est pas forcément toujours à l'entreprise, parce que si c'est la police, les pompiers ou la préfecture qui prend le lead de la communication, on va un peu la subir. Mais déjà, je pense qu'avant ça, il faut se demander, est-ce que c'est à moi de communiquer? Est-ce que c'est mon rôle en fonction de ce qui s'est passé? Si, par exemple, l'entreprise, elle subit une attaque terroriste, est-ce que c'est à l'entreprise de prendre la parole? Ah bah non, c'est plutôt Voilà. politique. Mais ce que j'aime bien dans ton exemple, et ça me rappelle un cas que l'on voit quasiment tous les jeudis, c'est Élise Lucet avec son émission Envoyé spécial. Ouais. Et c'est vrai que là, on voit, c'est systématiquement de la communication de crise. Parce qu'en fait, les marques qui sont citées dans ces reportages-là, généralement, elles sont mises en cause. C'est le dirigeant qui est en face d'Élise Lucet. Elle a sa petite oreillette où elle peut avoir des infos et son équipe qui lui souffle des réponses. Tandis que le dirigeant, parfois, il se retrouve coincé. Et justement, donc là, qu'est-ce que tu conseillerais dans ces cas-là à une marque qui, tiens, il y a Élise Lucet qui toc 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 qui tape à la porte ou qui vous poursuit dans la rue ou qui vous poursuit dans des salons pour vous avoir au micro. Qu'est-ce qu'il faut faire si tu t'as envoyé spécial à tes basques? Alors, si ça arrive, la première chose, c'est de dire la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je comprends, votre métier, c'est de faire de l'information, et votre métier à vous, c'est de faire du sensationnel. D'accord? Mais est-ce que c'est vraiment sensationnel ce qui nous arrive aujourd'hui? Parce que jusqu'à présent, il y a une enquête en cours, on est en train de voir en interne comment ça se passe, on est en lien avec tous les acteurs impliqués, et pour l'instant, on n'a pas de réponse. Par contre, Madame Lucet, si vous avez une réponse, moi, je suis preneuse de la récupérer, parce que ça peut être une piste intéressante qu'on pourrait creuser. Par exemple, parce que ce qu'on oublie, c'est que les journalistes, ils veulent faire leur métier. N'oublions pas que l'information, c'est aussi de l'économie aujourd'hui. Donc, sur des émissions comme ça, moi, je conseille toujours de bien comprendre quelle est la ligne éditoriale de l'émission, pourquoi elle est là, et finalement, comment nous, on peut mettre en place une stratégie de contournement de problèmes aussi. C'est-à-dire qu'on a différentes stratégies qu'on peut mettre en place en fonction du contexte. Moi, face à ces personnes, et ça m'arrive assez régulièrement, je travaille beaucoup avec la presse, de se dire, OK, cas concret aussi sur le diesel. On nous disait, oui, alors le diesel, il faut l'interdire, etc. Oui, c'est très intéressant, pourquoi pas? Tout est possible. La pollution de microparticules. Mais je dis, mais la vraie question, et tu vas voir tout de suite où je veux en venir. La vraie question, c'est la pollution de microparticules, ça représente combien de la population, enfin de la pollution globale? Et pourquoi maintenant? Oui, moi je trouve que c'est génial si on peut mieux respirer, mais pourquoi maintenant? Et je dis, moi je me pose des questions. Je pense que je suis intelligente moyennement comme la plupart des gens. Et je me dis, c'est intéressant quand même. Parce qu'au moment où l'Europe et le Japon veulent voter des lois, le Japon voulait repasser au diesel, l'Europe est en train de voter des lois sur la pollution de microparticules, une université américaine sort une étude. Moi, je trouve que, franchement, en termes de coïncidence, je trouve ça assez intéressant. Moi, je sais pas vous, mais moi, ça m'interpelle. Et d'avoir ces questionnements pour créer un doute raisonnable sur la portée de l'attaque qu'on va avoir, c'est la meilleure stratégie pour pouvoir faire en sorte de rétablir la vérité. Parce que quand on est attaqué comme ça, ou quand on va venir chercher quelque chose, c'est savoir encore une fois où est la vérité. Parce qu'il y a le point de vue. C'est-à-dire que je ne vais pas aller à l'encontre du point de vue, par exemple, de ces personnes qui vont dire, non, c'est très polluant le diesel. Non, mais c'est vrai, d'accord. Mais effectivement, mais pourquoi maintenant? Et quel impact ça a sur notre économie globale? Et est-ce que ça ne favorise pas l'industrie automobile américaine? Question simple, basique. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, sur d'autres sujets, c'est pareil. Je pense que d'avoir aussi cette possibilité de réponse et de renvoyer aussi la question à l'interlocuteur sans vouloir démonter son argumentaire, parce que tu sais aussi que quand quelqu'un est sûr de lui, faire changer son point de vue, ça ne sert à rien. Si les gens te pensent coupable, ils ne changeront pas d'avis. Par contre, créer un doute raisonnable, ce que les avocats font très bien, notamment les avocats de la défense, c'est créer un doute raisonnable dans l'esprit du jury. Parce que s'il y a un doute raisonnable, ça veut dire qu'il y a une capacité de faire bouger les lignes. Et là, on va parler de biais cognitif et on va pousser le point d'ancrage d'une personne ou son point de référence. Dans le cas des émissions comme ça à charge, c'est de se dire effectivement, oui, il y a une information émotionnelle. Je prends le cas de la mort des enfants.
Donc là, forcément, il y a une réaction. Tout ce qui va être émotionnel va susciter une réaction du public. Donc les journalistes jouent dessus. Donc déjà, la première chose, c'est déjà de ne pas paniquer, de trouver la bonne personne pour communiquer en face. Parce que si on doit, par exemple, imaginons que moi, je dois passer à la télé pour passer un message d'empathie. Peut-être que ça marcherait, mais je ne pense pas que je sois la bonne personne. Pourquoi? Pour un truc tout bête. Je suis blonde aux yeux bleus. Donc ça fait ça a une connotation de froideur. Donc je ne vais pas être dans la chaleur, dans la rassurance d'un point de vue image. Donc forcément, je ne dis pas que tous les blonds aux yeux bleus ne peuvent pas être empathiques ou être porte-parole, c'est pas ça. Mais c'est savoir aussi choisir. En revanche, quand on est dans d'autres situations, bah, c'est peut-être mieux d'avoir un homme, c'est peut-être mieux d'avoir une femme, mais de trouver la bonne personne qui va être pragmatique, qui va jamais en fait être dans le débordement émotionnel, surtout face à des journalistes, et qui va garder sa lucidité et sa capacité de raisonner et de se dire j'ai une ligne directrice. Moi, mon but, c'est de donner suffisamment d'informations à la presse pour qu'ils puissent travailler parce que ça fait partie aussi du métier. En revanche, je dois aussi protéger en fait mon entreprise, mon organisation pour qu'elle puisse effectivement faire tout ce qui va bien au niveau de l'enquête, notamment quand il y a des décès. Quand les journalistes y viennent et que c'est un petit peu intrusif dans les familles notamment, ben, finalement, c'est aussi ça le rôle, c'est de protéger l'ensemble de l'environnement. Si on a un suicide dans une entreprise, l'idée, c'est pas de le cacher. L'idée, c'est de préserver la famille et c'est de demander au moins, en général, les journalistes travaillent en bonne intelligence, à part la presse à scandale, mais concrètement, on leur dit, excusez-nous, mais on vous informera, on vous donnera toutes les informations une fois qu'on aura informé la famille. Vous comprenez bien. Imaginez, c'est vous, vous êtes à la place, on doit vous annoncer ça, vous aimeriez l'apprendre par la presse, mais quelle horreur, quel traumatisme. Ça serait encore pire en fait. Donc on a aussi on doit être pédagogue et on doit responsabiliser les gens et de tous les acteurs. Et ça, je crois que c'est aussi un rôle essentiel en com de crise. Bah, c'est pour ça que je dirais qu'en un, il faut bien connaître son environnement. Il faut faire une veille en permanence. Il faut savoir toujours à qui on a affaire en face de soi pour pouvoir justement s'adapter et avoir le bon message, le bon moment. Comprendre aussi le besoin de la personne. Parce qu'un journaliste, c'est pas forcément un ennemi, il fait juste son travail. Un policier, il fait juste son travail. Mais c'est de trouver comment, en fait, on va tous pouvoir bien travailler ensemble sans que ça porte atteinte à personne, en fait. Et c'est ça, c'est en fait de travailler en bonne intelligence avec des acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs ni les mêmes enjeux. Et c'est ça, en fait, je trouve qu'il faut rétablir un équilibre dans des déséquilibres qui vont être soit une sursaturation médiatique ou une attaque médiatique, comme tu as cité, soit des enjeux divergents. Et finalement, tu es un peu en train de jongler et essayer de remettre ta balance à peu près à l'équilibre en trouvant les bons mots. Et moi, ce que je dis, la bonne technique, c'est rapidement poser les bons mots sur les vrais mots, dans les deux sens. M-O-T-S sur M-A-U-X. Ah, c'est vrai que c'est une bonne chose. Et j'aime bien ton exemple entre guillemets, je ne dirais pas du doute, mais c'est un petit peu ce qu'ont utilisé l'industrie du tabac et l'industrie chimique, en particulier des pesticides, sur le doute. Pendant des années, ça a été la méthode même sur le climat actuellement. Les entreprises en fait qui sont climato-sceptiques ou les entreprises qui ont des intérêts divergents, et comme je disais, les industries des pesticides, elles cherchent beaucoup à mettre le doute en disant regardez, ouais, cette étude dit ça, mais il y a une autre étude qui existe. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on l'a vu souvent, ça met à mal en fait les journalistes ou les influenceurs ou même les crises en disant mais il y a peut-être un doute, il y a un doute, comme tu disais, dans le doute en fait, les gens sont moins sûrs de leur vérité. Il y a ça, et puis le fait pour contrer aussi toutes les théories du complot, parce qu'elles naissent de ça. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une bonne théorie du complot, il y a toujours au moins un ou deux arguments qui sont vrais ou vraisemblables. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et en fait, c'est du pyramidal. Donc, on va passer des arguments, on va utiliser quelque chose qui va susciter une émotion contre le gouvernement, contre une association, etc., contre la vaccination, enfin, peu importe. Mais dedans, on va trouver un argument qui est potentiellement vrai ou qui est vraisemblable. Et du coup, ça crée un doute. Et qu'est-ce qui se passe dans notre esprit? En fait, on arrive à une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on a une ambivalence. On est pris entre deux feux et ça nous crée un dilemme. Or, quand on est en dilemme, notre cerveau ne peut pas réfléchir. Il est totalement bloqué comme quand on a peur. Donc, pour pallier au dilemme, il faut poser un problème. Donc, il faut qu'il y ait une troisième hypothèse ou une troisième solution. Et c'est là qu'on débloque les situations. Mais les gens ne pensent pas à faire ça. Se dire, c'est pas ça ou ça, c'est pas blanc ou noir. S'il y avait une autre opportunité ou une autre possibilité, ça serait quoi? Elle peut être totalement fictive, c'est pas grave, mais ça donne juste la possibilité au cerveau de trouver une solution.
et de pouvoir raisonner et pas être bloqué juste dans l'émotionnel ou finalement d'être dans le piège du doute. Ouais, mais c'est vrai que on voit ça quand on est dans une situation de crise. Souvent, en fait, on n'a pas le recul. On manque de recul et c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur qui dit, mais en fait, t'as pensé à ça? Et là, tu dis, ah, mais non, j'y ai même pas pensé. Parce qu'en fait, on est dans cette émotion et comme tu as dit, on n'est plus dans le cerveau rationnel. On est vraiment dans le cerveau reptilien où on est dans l'émotion, de la réaction. Et c'est comme le brainstorming. Trouver des idées. Moi, à chaque fois, les gens me disent, ouais, on va faire une séance de brainstorming, on se retrouve dans une salle et on va réfléchir ensemble. Je dis, mais non, ça sert à rien. Parce que quand tu fais une séance de brainstorming comme ça, dans une salle, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils arrivent avec leurs problèmes, ils sont dans la réunion, ouais, ils commencent à discuter un peu et ils sortent pas de leur chemin habituel, ils n'ont pas le temps d'y réfléchir. Et donc, en fait, tu en sors généralement des trucs pas forcément disruptifs, tu sors des trucs assez moyens. Si on veut vraiment faire des choses originales, il faut véritablement qu'il y ait un travail personnel sur la durée. En fait, moi, je le vois bien, il faut que toi, tout seul dans ton coin, tu réfléchisses avec tes idées. Tu laisses reposer un petit peu le sujet pendant un jour, 2 jours, 3 jours. Tu retravailles dessus et tu viens avec tes idées. Et là, tu peux les confronter et les challenger. Mais si tu n'as pas ce retravail, eh ben, en fait, la créativité, elle est tuée avec cet aspect, comme tu as dit, immédiateté, émotion, etc. Puis après, tu peux aussi revenir sur quelque chose, les quatre fondamentaux. C'est quoi les faits? C'est quoi l'explication qu'on peut leur donner? Quelle est la position qu'on doit adopter? Et finalement, c'est quoi le futur proche? Et quand tu raisonnes avec cette trame en 4 points, bah, tu arrives déjà à avoir une perspective de sortir de l'émotionnel et de pouvoir avoir une approche rationnelle de la situation. Puis après, bah, tu te dis, OK, qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je peux anticiper? Quelles sont les alertes que je peux mettre en place? Comment je m'organise? Comment j'agis? Et comment je m'évalue en fait mes actions? Parce que c'est pareil, en fait, si on n'évalue pas ces actions en communication, parce que tout le monde nous dit oui, en fait, c'est très abstrait. Non, non, c'est pas du tout abstrait, c'est très concret. On peut avoir des indicateurs. Ça peut être effectivement un bon retour médiatique, ça peut être un bon retour de l'opinion publique, enfin, peu importe. Mais si on s'évalue pas et qu'on fait pas des boucles de rétroaction dans nos communications et particulièrement en cas de crise, ben, finalement, on peut pas se réajuster et on n'est pas toujours, en fait, on peut pas savoir si on a la bonne stratégie, parce qu'encore une fois, c'est pareil, c'est une stratégie, un plan, des actions et des mots. Mais si on n'a pas en fait la base, ben, c'est compliqué de pouvoir avancer. Donc c'est ça, je pense que c'est de prendre le temps de se dire finalement quel est l'effet final recherché, qu'est-ce que je veux de tout ça, qu'est-ce que je veux pour mon entreprise, est-ce que je veux effectivement sortir le plus rapidement possible de la crise? Déjà, est-ce que c'est une possibilité? Parce que est-ce que ça dépend de moi? Pas toujours. Est-ce que j'ai envie, par exemple, de pouvoir, je sais pas, revoir tous mes process et de redevenir une entreprise encore, enfin de regagner davantage la confiance de mes clients, de mes fournisseurs et de mon environnement? Qu'est-ce que je veux? Quel est mon effet final recherché? Parce que face à un problème, il y a la résolution de problème, mais c'est aussi après, c'est qu'est-ce que je veux en faire? Et cette question, les gens, ils l'oublient. C'est quoi l'effet final recherché? D'accord. Bah justement, quand on arrive sur la fin de cette interview, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi et où on peut avoir des informations sur ce que tu fais, tes prestations, etc., etc. Ben, en fait, si vous avez des urgences, vous vivez des crises, n'hésitez pas, hein. Je pense que avec un petit peu de sang-froid, un peu de pratique et de méthodologie, on arrive à transformer 80% des choses en opportunités. Même si des fois, ça se fait un peu dans la douleur, comme se réinventer. Mais il y a toujours pas mal de possibilités. Apprendre aussi à parler en public, face à des médias, ça s'apprend. Donc, moi, je suis à votre disposition. J'adore faire ça. Ça fait 17 ans que je le fais. Pour tout niveau de ministres, en passant par des généraux, des chefs d'entreprise ou des managers, c'est quelque chose qui peut servir vraiment à tout le monde. Puis après, bah, comme on ne peut pas ne pas changer, autant accepter le plus facilement le changement en travaillant sur soi, en se formant, puisque finalement, on est sa première valeur ajoutée et on est la première valeur ajoutée de l'entreprise en étant humain. Donc, bah, plus on s'améliore, plus on rend notre monde meilleur. Donc, c'est pareil. Si vous avez besoin d'être plus performant, pas au sens sportif du terme, bah, moi, je serais ravie de vous accompagner sur une démarche d'optimisation de votre potentiel. Et puis, bah, pour me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon site ngm-solution.com. Et puis, bah, sinon, vous pouvez toujours contacter Frédéric qui a mes coordonnées et qui saura, je pense, les Bah, transmettre je les mettrai dans la description de la vidéo et je les mettrai également dans l'article de blog. Et puis pour finir, en fait, aussi sur ce sujet, bah, il y a un livre qui va sortir cette semaine qui s'appelle Affronter l'incertitude, hein, et qui va mieux vous armer pour mieux décider en situation de crise. Donc, je vous invite à le lire et puis à en faire votre petite Bible pour les mois à venir.
Ah bah oui, il va bien servir. Alors en quelques mots, le pitch de justement de ce dernier livre sur l'incertitude, tu dis quoi dans ce livre-là? C'est quoi, grosso modo, qu'est-ce que les gens vont apprendre? Et après la lecture de ce livre, qu'est-ce qu'ils vont savoir faire? Alors, qu'est-ce qu'ils vont savoir faire? Ils vont savoir en fait déjouer tous les pièges cognitifs, hein, mieux décider, mieux résister, et puis mieux faire face aux difficultés parce qu'ils auront la capacité de prendre du recul, ils auront la capacité de pouvoir savoir quand en fait quand décider, ni trop d'émotions, ni pas assez, pas de bonnes émotions égale pas de bonnes décisions, mais aussi d'avoir une capacité d'analyse, de prendre du recul et d'utiliser son cerveau de manière la plus intelligente possible et de pouvoir effectivement reprogrammer sa petite carte mentale en se disant mes perceptions sont peut-être pas forcément les bonnes, mon comportement, je ne suis pas mon comportement, comment je vais pouvoir le changer et notamment en fait dans des situations dégradées. D'accord. Bon, ça a l'air vraiment très intéressant. Bah, n'hésitez pas donc à aller consulter donc ton site internet et sur bien sûr Amazon, Fnac Oui, et tous les bons libraires. D'ailleurs, c'est paru chez quel éditeur ton livre? il est paru chez VA Édition. La édition. Ok. Bah, je regarderai ça avec attention. Bah, je te remercie Nathalie pour cette interview passionnante et on se donne rendez-vous bientôt, j'espère pas en situation de crise. Avec grand plaisir, Frédéric. Merci.